Cette émission est produite grâce à Témisco. Située à Notre-Dame-du-Nord, cette entreprise se spécialise dans la fabrication et le développement de semi-remorques de tout genre. Au fil des années, Témisco a su se démarquer de la concurrence en devenant une référence nord-américaine de premier plan dans la conception spécialisée et innovatrice de semi-remorques. La force de Témisco a toujours été de savoir s'adapter à un marché en mouvement constant. Témisco a choisi de travailler directement avec ses clients et d'être à l'écoute de leurs besoins. Ces dernières réalisations, équipements pour le transport de tours et de pales d'éoliennes, des fardiers conçus pour une charge de 70 tonnes jusqu'à 100 tonnes, des remorques à courroie conçues pour le transport de minerais, pierres, sable, asphalte et autres. Témisco adresse ses remerciements les plus sincères à tous ses collaborateurs. Merci à tous nos employés, merci à tous nos clients, merci à tous nos fournisseurs. Merci à tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont participé au succès de Témisco. Témisco, à la mesure de vos besoins. Cette semaine à InfoTémis, fermeture des services comptoirs de la Caisse des Jardins dans 6 municipalités du Témiscamingue, une aide financière pour la modernisation des installations de TV Témis, un défi rafraîchissant pour souligner l'anniversaire du Grand Feu Delivery, et le comité d'accueil des nouveaux arrivants du Témiscamingue dévoile les 5 axes de sa nouvelle programmation. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à InfoTémis. La Caisse des Jardins du Témiscamingue a annoncé la semaine dernière la fermeture des services comptoirs dans 6 municipalités du Témiscamingue, soit Anglier, Béarn, Belle-Terre, Fabre, Nédelec et Sainte-Eugène-de-Guigues. Les services auparavant offerts dans ces agglomérations sont transférés dans des centres voisins. Ces regroupements entreront en vigueur le 9 décembre prochain. Pour expliquer ce changement, Desjardins souligne le très faible achalandage, les heures d'ouverture déjà diminuées au maximum et le faible volume de transactions dans les centres de services visés. Parmi les 15 000 membres Desjardins du Témiscamingue, seulement 5 des transactions se font encore au comptoir service, soit 5 de moins que l'an passé. Ces changements ne devraient toucher qu'entre 20 et 40 membres exclusifs à Desjardins, membres qui représentent 0,2 de l'ensemble des membres de la Caisse. Desjardins explique qu'après analyse des routes naturelles de consommation des membres, l'institution financière a remarqué que ces routes se retrouvaient à proximité des centres qui demeureront en service, soit les suivants: Rémigny, Notre-Dame-du-Nord, Saint-Bruno-de-Guigues, Ville-Marie, Lorrainville, Laverle-Cher, La Tulipe et Témiscamingue. Desjardins offrira aussi des formations aux membres touchés afin que ceux-ci développent les habiletés nécessaires aux transactions en ligne. L'institution rencontrera aussi chacune des municipalités visées par les modifications à partir du mois de novembre et ce, dans le but d'atténuer les effets des changements. Le conseil d'administration réévalue à chaque automne la façon dont la Caisse offre ses services et les adapte en fonction de l'utilisation qu'en font ces 15 500 membres. Le conseil d'administration a entamé, il y a plus de 3 ans, une réflexion sur son réseau de distribution, période qui a été ponctuée de décisions sur les heures d'ouverture de certains centres de services et sur la fermeture de 3 d'entre eux. Chacune des décisions qui en découlent sont guidées par des principes de gestion responsable ayant pour objectif d'assurer l'avenir de la Caisse. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous annonçons le regroupement des services comptoirs des centres de services de Anglier, Béarn, Belle-Terre, Fabre, Nédelec et Sainte-Eugène-de-Guigues. Considérant l'évolution des transactions des services courants au niveau de l'utilisation que les membres font, des comptoirs caissiers, également de l'évolution des transactions technologiques où les gens utilisent à 95% dorénavant les services, que ce soit par accéder, que ce soit par Internet au niveau des services mobiles. On se voit dans l'obligation de revoir le plan de distribution de nos services financiers aux services comptoirs. Alors, le but est de regrouper des services afin de réunir les forces et avoir des centres de services sur l'ensemble du territoire. Donc, le regroupement va viser 6 centres de services qui vont rejoindre les services de centres voisins. Ces 6-là présentent un achalandage beaucoup plus réduit et déjà des heures très réduites dans l'ensemble de ces centres-là.
Ils rejoignent aussi une population très importante, mais en plus faible quantité. Également, entre 20 et 38 membres exclusifs là, sont à rejoindre. Et pour nous, c'est notre priorité, vraiment de s'en occuper, de les rencontrer individuellement pour bien répondre à leurs besoins. Tous les membres exclusifs qui utilisent le comptoir actuellement vont être rencontrés individuellement. On l'a mentionné tantôt, pour voir avec eux comment ils vont faire dans le futur, comment ils vont faire pour faire ce qu'ils faisaient avant. Ils vont devoir le faire différemment, ils vont peut-être devoir se déplacer, ils vont peut-être devoir faire appel à d'autres moyens, mais on va les accompagner là-dedans. C'est l'engagement qu'on a pris. Je pense qu'on va bien le faire, puis à compter de demain, on va devoir être là-dedans. On va s'assurer que les gens puissent avoir la formation. On va les rencontrer en dehors des heures d'ouverture normale afin d'accorder toute l'attention nécessaire pour les rassurer dans les transitions, dans les changements. Également, les gens consomment déjà vers d'autres centres, vers d'autres villes pour l'épicerie, pour les médicaments. Alors, vont pouvoir utiliser les services des autres centres qui, d'ailleurs, leur appartiennent tout autant. On regarde comment les gens utilisent les comptoirs de service. L'an dernier, on a fait le tour, On a vu Moffett, on a vu Guérin. Puis quand on allait dans les milieux, on disait aux gens, écoutez, 90 % des gens n'utilisent pas le comptoir de service, il n'y en a que 10 %. Un an plus tard, on dit 95 % des gens n'utilisent pas le comptoir de service, il n'en reste que 5 et moins. Au niveau du réseau, c'est 97 % qui n'utilisent pas le comptoir. Fait que toutes les nouvelles technologies font en sorte qu'il y a une contrepartie à ça. Ça fait en sorte que finalement, les gens sont heureux parce qu'ils peuvent le faire sur leur mobile puis sur leur Internet, mais en même temps, la contrepartie, c'est que les comptoirs sont moins utilisés. Fait que c'est ça qui amène... Pour les dirigeants, c'est difficile de dire on va maintenir, puis on va rester là, puis on va faire une dépense qui est quand même importante, quand on a aussi pour objectif de rentabiliser la caisse, de s'assurer finalement que la caisse demeure en santé, capable de garder la confiance de ses membres. Parce que si la caisse devient en difficulté, on va perdre la confiance de nos membres. Si on devient en difficulté, on n'a plus moyen de compétitionner avec... Parce que la compétition est là, elle est forte sur le territoire, puis il ne faut pas le négliger, là. Elle est partout, elle est virtuelle, mais aussi... Fait que c'est ça. C'est ça qui est derrière, finalement, cette volonté-là d'être présent dans les collectivités. On l'a toujours été, mais on va l'être encore plus. Puis on sait très bien que si on s'investit comme partenaire avec les collectivités, qu'on est en mesure de changer des choses dans les collectivités, puis de travailler pour le mieux-être de nos membres. C'est ça qui est l'idée. On a mis à l'AGA dernier près d'1 million là, dans nos réserves pour Restons une collective. C'est sûr et certain qu'on veut accompagner nos collectivités dans leurs projets structurants. C'est ça, finalement, c'est notre nouvelle manière d'être présent quand on n'est plus là, c'est de participer avec les gens comme partenaires. Est-ce qu'il va y avoir des guichets automatiques? Est-ce que les guichets automatiques vont rester dans ces centres-là ou est-ce qu'il y en aura qui seront installés dans ceux qui n'en avaient peut-être pas? Dans ces 6 centres-là, il restait 10 à 15 heures d'ouverture et bien sûr, il n'y avait pas de guichet automatique déjà. Donc, c'est certain qu'on ne pourra pas en installer non plus, considérant le nombre de transactions de ces centres-là qui sont aux alentours entre 400 et 800 transactions par mois, alors qu'un guichet automatique nécessite 9 à 10 000 transactions par mois pour être rentable et justifier les dépenses. Alors, c'est certain que les gens, dans leur déplacement, vont être invités à utiliser d'autres guichets automatiques parce que nous en avons 8 d'installés sur le territoire de l'ensemble du Témiscamingue. Pour les centres de services où on se retire, dans les possibilités de dépanneurs ou de commerces qui sont là, on va regarder des ententes où les gens pourront bénéficier d'un terminal point de vente avec moins de frais ou sans frais, bénéficiant que les gens puissent entrer chez eux, faire leurs achats et en même temps bénéficier d'un retrait minimal en argent, ce qui va faciliter pour les membres, puis en même temps pour la pérennité de ces commerces-là dans nos milieux. Est-ce que ça implique des pertes d'emploi? Il n'y a pas de perte d'emploi d'impliquer. Il va y avoir possiblement des déplacements. Il peut y avoir des déplacements. Je ne sais pas si Chantal en a parlé tantôt, mais il pourrait y avoir qu'un employé doive se déplacer vers un autre centre de proximité, mais pas plus que ça. Il n'y a pas de perte d'emploi de prévu ou d'annoncé là-dedans. Qu'est-ce que ça représentait pour vous comme coût? Finalement, c'est l'entretien des bâtiments qui était le plus gros coût. Bien, c'est pas uniquement l'entretien des bâtiments, juste tenir une plateforme informatique pour faire fonctionner les technologies, ça coûte énormément cher. Il y a ça. Puis c'est sûr qu'on faut entretenir les locaux, tout ça, mais ce n'était pas l'élément majeur. Oui, il y a un coût en personnel
pouvoir ouvrir, mais en même temps, il y a surtout les coûts de plateformes informatiques qui vont être réduits. Le député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord du Québec, M. Luc Blanchette, est venu annoncer vendredi dernier une aide financière de 148 800 $ pour la modernisation des installations de TV-Témis. L'aide gouvernementale servira à l'acquisition par TV-Témis de mobilier et d'équipements spécialisés et nous permettra aussi de devenir propriétaire du bâtiment où se situe notre studio afin d'y réaliser des travaux de rénovation pour y aménager un nouveau studio et des bureaux plus adéquats. Toute l'équipe se réjouit de cet investissement du gouvernement du Québec qui nous fait nous sentir réellement privilégiés. Nous avons aussi un bel appui de notre milieu, de la part de la MRC avec le Pacte rural, ainsi que de Desjardins avec le Fonds d'aide au développement du milieu. D'ailleurs, tous nos plus fidèles partenaires étaient présents lors de cette annonce. Donc, au nom de mon collègue Luc Fortin, il me fait le plaisir d'annoncer ce matin, au nom du gouvernement, une aide financière de 148 800 $ pour la modernisation des équipements, l'acquisition d'un bâtiment et des travaux de rénovation. Donc, le studio est appelé à changer pour les habitués. Là. Je pense aux maires et aux préfets qui passent souvent aussi par là. L'appui financier accordé permettra donc à TV-Témis de profiter d'espaces et de matériel mieux adaptés à ses besoins. Ainsi, l'équipe pourra se concentrer toute leur énergie à desservir la population de la région du Témiscamingue, mais aussi un peu de temps en temps de l'Ontario et de l'Abitibi lorsque les gens vont voir sur les sites. Cette annonce arrive en réponse aux défis qui se posent à TV-Témis afin d'assurer une diffusion de qualité respectant les standards de l'industrie télévisuelle. L'appui financier de notre gouvernement vient également reconnaître son rôle essentiel ainsi que celui des médias communautaires dans la diversité de l'information. Et aussi par production. Tout le monde a vu la vidéo, l'anecdote agricole, qui était une vidéo tout simplement magnifique avec les drones. Là, je ne sais pas si dans les achats, il y a un drone aussi de prévu, là, mais c'est éventuellement des très belles prises de vue. Mais c'est un document qui semble vouloir faire des petits aussi, donc on en est très fiers. Notre gouvernement accompagne les médias communautaires dans leur évolution puisqu'il considère comme une voie de communication fiable, viable et créative pour rejoindre les collectivités dans les différentes régions et localités. J'ouvre une petite parenthèse parce que hier, je soulignais en déclaration de l'Assemblée nationale l'apport de Réal Couture. Je lui remettais une médaille de l'Assemblée nationale émise par le député et toute sa famille était là. Il était vraiment très fier. Et là, sur les médias sociaux, là, on est rendu au-delà de 3300 personnes qui ont été rejointes et qui ont partagé cette information-là. Donc, vous voyez que la culture, c'est vraiment très important au Témiscamingue. Les médias communautaires favorisent la promotion de la vie culturelle, économique, sportive et sociale des régions et pour TV-Témis, bien sûr, pour le Témiscamingue. J'aimerais rappeler que TV-Témis est né de la volonté d'un groupe de citoyens de se doter d'un outil de communication et d'information pour favoriser le développement local et régional. Depuis, cette télé a offert encore plus à la population en devenant un outil de mobilisation, de valorisation et de promotion de la vie du Témiscamingue sous tous ses aspects. Donc, merci spécial, effectivement, à Ernest Laplante. Les médias communautaires demeurent des canaux importants pour faire valoir la participation citoyenne ainsi qu'une diversité d'opinions. Leurs équipes sont engagées, dynamiques et habiles à réaliser un contenu original et reflétant la réalité de leur milieu. TV-Témis, l'an passé, a rejoint 74 organisations de toutes sortes du milieu qui ont utilisé leur onde afin de rediriger de l'information vers l'ensemble de la population. En conclusion, je tiens à remercier et à féliciter l'équipe de TV-Témis qui veille de près à l'évolution de leur organisation, c'est-à-dire Chloé, Frédéric et Nadine. Ce matin, on se sent réellement privilégié. Nous avons toujours un bel appui dans notre milieu. Vous l'avez vu par les si beaux discours juste avant moi. Mais de savoir maintenant que même le gouvernement du Québec est derrière nous, ça nous donne la confiance et, bien sûr, on va l'avouer, les moyens financiers pour continuer nos efforts. Toutes les personnes qui sont réunies ici ce matin sont nos partenaires les plus importants qui, depuis le début du projet de la relève de TV-Témis, ont cru en notre potentiel et ont fait en sorte de créer un effet de levier pour la télévision du Témiscamingue.
Merci à Arnaud Varolin, préfet de la MRC. Merci à François Prévost de la Caisse des Jardins du Témiscamingue. Marco Latreille, représentant du rodéo du camion. Monsieur le maire, Alain Flajol, qui nous accompagne lui aussi depuis le tout début. Là, si j'en oublie, là, je vous remercie aussi. On a aussi pu compter sur l'aide de précieuses ressources pour monter un tel projet, principalement M. Christian Bédard du MCCQ, merci beaucoup, et Monique Lessard de la Société de développement du Témiscamingue qui, dans le fond, s'occupe des organismes d'économie sociale au Témiscamingue et qui nous a vraiment beaucoup aidés dans le montage de ce projet-là. Bien entendu, je me fais la porte-parole de toute une équipe derrière moi. Donc, moi, je suis le visage aujourd'hui de TV Témis, mais je ne suis pas toute seule. Hein. On a 7 administrateurs, dont 2 qui sont ici présents. Monsieur Jacques Gélina, qui est notre président, et Luc Goulet, notre vice-président. Merci d'être là. Et mes précieux collègues, Frédéric Patoine et Nadine Jutras, parce que, bien honnêtement, là, TV Témis, ça ne pourrait pas exister sans le trio conforme. Et je pense que plus ça va, plus le mortier se solidifie dans l'équipe. Et ça, je pense que ça en donne les résultats d'aujourd'hui. Je tiens à saluer plus spécialement Ernest Laplante ainsi que Gisèle, même si elle est absente, parce que ce sont eux les premiers qui nous ont fait confiance en nous transmettant leur bébé et toutes les connaissances s'y rattachant. Ils ont créé une fondation assez solide pour pouvoir soutenir un projet de cette envergure-là. Et il faut dire aussi que tous les projets qu'on réalise depuis la dernière année, depuis notre arrivée, c'était déjà sur la table avant qu'on arrive. Et eux, comme s'ils nous les gardaient un peu là, au frais pour leur relève. Alors, il y a un peu, pas mal, beaucoup de vous dans tous ces projets-là. L'acquisition du bâtiment, bien, c'est une étape assez importante pour TV Témis. Vous l'avez souligné, ça fait longtemps qu'on y travaille. Pour nous, ça concrétise notre autonomie. On ne pourra plus craindre de perdre notre local ou quoi que ce soit parce qu'on va être maître chez nous. Et encore mieux, on va pouvoir le rénover à notre image et selon nos besoins. J'entends déjà certains se demander pourquoi on tenait tant à acheter une si petite bâtisse. Mais elle a plusieurs qualités, cette petite bâtisse-là. Son emplacement est stratégique. C'est placé pile au cœur de Notre-Dame-du-Nord. Et c'est aussi le pivot entre le reste du Témiscamingue, l'Ontario et l'Abitibi. À quelques reprises, il y a des gens qui m'ont demandé si on pensait déménager TV Témis à Ville-Marie ou ailleurs au Témiscamingue. Et à vrai dire, c'est vrai qu'on y a peut-être un peu réfléchi. Mais on aurait eu l'impression de trahir une communauté. C'est celle qui a mis la télé au monde. C'est celle qui est notre plus fidèle public, nos plus fidèles donateurs, nos joueurs de bingo. Alors, les gens de Notre-Dame-du-Nord sont ceux qui ont le plus cru en la télévision depuis sa fondation. Et pour nous, c'était une évidence que le studio devait rester ici, là où il a pris racine. Ensuite, l'autre évidence, c'était que l'équipement n'était plus vraiment moderne. Et ça, bien, c'est un coup de main inestimable parce qu'on n'aurait jamais pu investir dans toute cette flotte technologique que ça représente, le virage numérique et HD. Alors ça va faciliter énormément notre travail et ça va donner une image de qualité à la hauteur de notre temps. Alors merci encore tout le monde. Pour souligner l'anniversaire du Grand Feu des Library, survenu le 4 octobre 1922, des membres de la communauté ont organisé un défi rafraîchissant. Une trentaine de participants se sont rendus dans le lac Témiscamingue, vêtus à la mode de 1922, pour passer 5 minutes dans les eaux froides du lac à la mémoire des citoyens qui s'y étaient réfugiés lors de l'incendie pendant plus de 5 heures. Le Grand Feu des Library a pratiquement rasé le village le 4 octobre 1922. Plus de 90% de la ville a brûlé, laissant plus de 3500 personnes sans abri. Selon le site de la sécurité publique du gouvernement fédéral, le feu qui avait commencé le 30 septembre a dévasté près de 5200 km² de forêt et fait 43 victimes dans cette région du Témiscamingue. À Library, 11 personnes sont mortes lors de cet incendie. Les sinistrés sont parvenus à échapper aux flammes en se lançant littéralement dans le lac Témiscamingue avec des couvertures mouillées. Des vents très forts se sont levés durant l'après-midi et ont propagé les flammes des feux d'abatis, c'est-à-dire des feux de bois provenant du défrichage, un peu partout dans le village. Malgré l'été chaud et sec, le gouvernement ontarien avait autorisé ce type de feu. L'événement, donc, qui se tenait au pavillon et à la plage de Library, était une collecte de fonds pour financer la réimpression du livre « The Great Fire of 1922 » par le Musée du patrimoine de la municipalité. Les organisateurs disent avoir amassé 700 $ au cours de l'événement. Parmi les participants, la directrice de TV Témis s'est prêtée au jeu, elle aussi, pour la cause. Ce grand vent se veut une soufflerie pour tous ces petits feux qui avaient été partis
et se transformer en un feu gigantesque. Lorsque le feu atteint la ville de Hillbury, les habitants se sont retrouvés pris par surprise et encerclés, avec comme seul moyen de s'échapper, se rendre au lac et entrer dans l'eau pour se protéger des flammes et de la fumée. Le feu a quand même réclamé 11 résidents de la ville et 3500 autres se sont retrouvés sans abri. Le défi du Grand Feu aujourd'hui commémore cet événement. On demande aux gens qui participent de rester 5 minutes dans l'eau, beaucoup moins que les 6 heures que les rescapés ont passé autrefois dans l'eau. Alors, comme vous voyez, je viens de me jeter à l'eau avec Nicole Guertin et une cinquantaine de participants pour commémorer le Grand Feu de 1922 qui a eu lieu à Hillbury. Nicole, c'était ton initiative. Parle-moi un peu de comment est née cette idée un peu folle. Oui. Bien, ma grand-mère a passé 5 heures dans le lac en 1922. Et puis, j'ai entendu cette histoire-là depuis que je suis tout petite. Et puis, depuis qu'on est ici, qu'on a des maisons historiques, ça fait 10 ans, je me dis, chaque automne, je me demande toujours comment que c'était passer la nuit dans l'eau. Et puis cette année, il y a 2 semaines, je marchais sur la plage ici, puis je me suis dit, ça serait une bonne idée d'avoir un défi pour que les gens, parce qu'il y a une nouvelle génération qui ne connaissent pas l'histoire. Et puis je pensais que c'est important qu'on puisse revivre cet événement-là pour comprendre où notre communauté, qu'est-ce qu'elle a passé, puis où qu'on s'en va. Et là, en dedans de 2 semaines, ça a été quoi la réponse? Parce qu'il y a eu quand même une cinquantaine de participants, beaucoup de spectateurs aussi. Donc, on peut dire mission accomplie, là. Oui, vraiment, mon objectif, c'était peut-être d'avoir 20 à 50 personnes d'aller dans l'eau. Donc, avec 50 personnes, je suis vraiment contente. Puis je pense qu'on a possibilité de grossir à quelque chose pour les prochaines années. Et c'était quoi l'objectif de ce défi-là? Parce que ça s'est transformé en défi. Et est-ce qu'il va y avoir des fonds qui vont être remis à un organisme? Oui, puisque le prélèvement de fonds va pour le Musée du patrimoine de Hillbury, qui a pour mandat la promotion du Grand Feu. Entre autres, eux ont un livre qui raconte l'histoire du Grand Feu. Puis ça fait déjà 10 ans qu'il n'y en a plus. Et puis, ils n'ont jamais assez d'argent pour le réimprimer. On a dit que l'argent ramassé aujourd'hui était pour aller envers ce livre-là. Et si on revenait un peu sur cette histoire de Grand Feu de 1922, les grandes lignes? Là. Les grandes lignes, c'est que les fermiers avaient le droit de brûler leur tas de bois qu'ils avaient pour préparer leur champ. Mais juste au début octobre. Donc, on était le 4 octobre. Et puis, c'était quand même des feux un peu partout, mais il y a eu un gros vent de tournade qui a monté. Donc, c'est pas une personne spécifique, mais beaucoup de feux qui ont fait ce gros inferno. Et puis, ensuite, Hillbury, le vent a changé de bord, que tout d'un coup a changé, est arrivé vers l'ouest, que les gens n'avaient plus de place pour partir, ils devaient prendre le lac. Donc, il y a des gens qui ont passé 5 heures dans le lac. Et il y a une histoire, la plus marquante, c'est celle de cette femme qui a accouché. Oui, moi, c'est l'histoire que ma grand-mère me disait que la dame a accouché, les gens tenaient les 4 coins de la couverte, puis tout le monde avait des couvertes par-dessus parce qu'il y avait des tisons énormes. Et puis, c'est ça, elle a accouché. Il y a aussi, juste en arrière de nous, on voit le quai. Ici, c'était le quai où le météore atterrissait. Et puis, il y avait du gaz. Et puis, on peut s'imaginer quand que ça a pris en feu. Aussi, la cathédrale catholique, les 2 clochers, quand ça a tombé, ça a été un moyen vacant. Puis, il y avait quand même 7 personnes qui étaient allées se réfugier dans la cathédrale qui sont décédées. Donc, il y a beaucoup d'histoires tristes, mais c'est quand même une histoire de survie, puisque c'était quand même à la fin de la ruée d'argent que ça a été facile pour tout le monde de décider de repartir puis s'installer ailleurs. Mais les gens ont reconstruit. Et puis aujourd'hui, on a quand même notre communauté grâce à eux.
Et là, on voulait voir c'était quoi le feeling. 5 minutes dans l'eau, c'était quoi? Mais c'était quand même, j'ai trouvé ça long. Je pensais qu'il avait oublié de compter. Oui, que je peux m'imaginer 5 heures, hein, que ça a dû être vraiment long. Quelqu'un me comptait qu'il y avait un bébé. Et puis quand ils ont sorti le bébé, ça a pris plusieurs heures avant que le bébé puisse commencer à bouger les bras puis les jambes. Hein, que ça doit être tellement épeurant. En plus, nous, on avait juste un petit feu en avant de nous, mais imaginez voir toute la ville qui brûle. Hein. C'est quasiment impossible de pouvoir se mettre dans leurs pieds. Bien, en tout cas, vraiment, chapeau pour cette idée, cet éclair de génie, parce que ça a vraiment porté fruit. Je pense que les gens ont aimé l'expérience. Je pense que oui. On devrait doubler les participants l'an prochain. Oui, puis je pense un autre objectif, c'est rendre un petit peu Haileybury dans les dernières années. On regarde le centre-ville, c'est quand même assez mort. On doit donner une nouvelle vie. Et puis, ça donnait la chance des gens de se rencontrer. Puis, je suis certaine quand on va se croiser sur la rue, les 50 participants, on va se voir différemment. Tout à fait. Bien, merci beaucoup. Puis, merci d'être voilà, ici. mission accomplie. Parfait. Fabulous, fabulous. At first, the fire and the flames up in Haileybury were a little bit scary, so I thought I'd come to the lake. Once I got in the lake with these fine people, I'm okay. I'll be okay. It's just amazing to think what they had gone through that day. And for them to come down here and to be in the lake, 5 minutes is nothing. They were in the lake 6 hours. It's just an incredible story. And to think they had that heat and the flames and the wind that day, and then the next day they wake up to snow and the desolation. It's just an amazing story, and I just wanted to be part of this tonight. I think it's fabulous that Nicole has arranged this. It was fine. Yeah, it was a bit chilly when you first went in, but after that it was fine. As you see, I went right under. But I wanted to support the museum and also come down and support Nicole for putting so much work into organizing this event. Parmi les participants à cette baignade, il y avait aussi Ernest Fauvel, un artiste de 85 ans qui avait par ailleurs réalisé une sculpture pour commémorer le Grand Feu. Si le monde a passé 8 heures dans le lac, puis à 85, j'ai dit je vais passer 5 minutes. C'est pas rien ça. On file bien actuellement quand on sort. Moi j'ai plongé. Et puis quand j'ai monté debout dans l'eau, je sentais chaud. Parce que notre cœur est 98, chez France c'est ça, 98,6. Et puis, qu'est-ce qui arrive là? Ça chauffe tout le linge que vous avez. D'abord, c'est pas frais. Là, en arrière, c'est un petit peu. Puis, non, c'est juste, what would you call that? Une démonstration que je pense que le monde qui ont passé leur temps dans l'eau. Ma mère était dans le lac. Pas ici, c'était pas loin de l'île, à Fire Island. Et puis, elle a passé 8 dans l'eau, elle était 8 ans. Puis ma grand-mère, c'est eux autres qui m'ont inspiré pour faire la sculpture. Ça m'a pris 3 mois et demi pour moi de faire le modèle. C'est pas un modèle, j'ai fait en pleine forme, un pied. Et puis, j'ai amené ça à Art Cast Foundry à Georgetown, et c'est eux autres qui ont pris le modèle en styrofoam et le cire. Le cire, c'est pour faire tous les yeux, puis les oreilles, puis tout ça. Et puis, les autres, ils ont eu ça pour 11 mois et demi. Puis ça a pris 13-14 mois pour le faire en tout. Puis ils ont shippé ça, puis on a installé.
Hey, c'est une belle installation. Ça représente l'eau, les roches viennent de... Tu sais, les grosses tombages de roches sur le chemin 11, juste en sortant de la ville pour aller à North Bay, il y a toutes sortes de roches qui ont tombé. C'est là qu'on a eu la permission du Department of Transportation de chercher 114 roches pour faire la décoration. C'est un what do they call that? Un diaphragme en caoutchouc pour le lac. Et puis, on a fait un ruisseau. Et puis, on a installé la sculpture là. Puis, c'est Lauzon qui a fait ça, Lauzon Landscaping. Il a fait une belle job. Puis, ça a pris, 2-3 semaines. Et puis, on a fait la grosse party. Puis, tout le groupe qui ont fait la sculpture de Georgetown sont venus pour what do you call it? The enveiglement. Le dévoilement. Le dévoilement. Et puis, avec ça, on a eu bien du fun. Le comité d'accueil des nouveaux arrivants du Témiscamingue a procédé au lancement de sa programmation le jeudi 6 octobre dernier au Barbe Brou Pub. Reconnu principalement pour l'organisation de 5 à 7 favorisant le réseautage des nouveaux arrivants, le comité a décidé cette année de se pencher sur 5 axes répartis tout au long de l'année. L'axe famille est une collaboration avec la Voix des parents dans le cadre de leur pique-nique familial annuel. L'axe emploi qui permettra aux stagiaires d'apprivoiser leur milieu. L'axe réseautage avec des 5 à 7 pour chaque saison. L'axe rétention avec des virées découvertes de 24 heures pour les personnes nouvellement arrivées. Et finalement, l'axe citoyenne qui s'inscrira dans le cadre du colloque du Forum jeunesse de l'Abitibi-Témiscamingue le 15 octobre prochain. Le Forum jeunesse est un organisme régional qui concerne les jeunes dans la région. Donc, sur le conseil d'administration, on est 15 administrateurs, dont 3 par MRC. Donc, on peut se réunir ensemble pour discuter des grands enjeux qui touchent la jeunesse en Abitibi-Témiscamingue. Donc, c'est vraiment un organisme qui est pour et par les jeunes en région. Dans le fond, le 15 octobre prochain, on va avoir l'événement annuel du Forum jeunesse. Donc, ça se déroule à Val-d'Or cette année. Cette année, c'est aussi en formule un après-midi-soirée versus avant, qui était vraiment un week-end. Donc, on invite tous les jeunes de la région à se rassembler pour venir assister à des conférences, à des ateliers qui vont parler d'implication, d'engagement dans son milieu. C'est une façon aussi de rencontrer d'autres jeunes, des autres MRC, de tisser des liens, faire des contacts. En fin d'après-midi, il va y avoir le bière et saucisses et une soirée là, qui va pouvoir se poursuivre dans la ville de Val-d'Or pour vraiment consolider les liens qui vont pouvoir se créer durant la journée. Les journalistes Émilie Parent et Boualem Adjouti de ICI Radio-Canada Abitibi-Témiscamingue ont signé un article au sujet de l'ouverture partielle du parc Opémican prévu en 2018. Les responsables du site travaillent actuellement sur un scénario d'une ouverture partielle dans 2 ans et une ouverture complète l'année suivante. Selon le directeur général du parc Opémican, Danny Garot, le plus gros des travaux de construction et de restauration devrait débuter en 2017. Il ajoute que ce qui va prendre plus de temps, c'est la restauration des bâtiments historiques, entre autres. Il y a 6 bâtiments majeurs, mais il y a également une série de vestiges avec des niveaux de traitement qui vont différer selon le cas. M. Garot a indiqué que parfois, ils feront de la restauration. Il peut arriver qu'ils doivent faire de la reconstruction de bâtiments aussi. Pour certains autres de ces bâtiments ou vestiges, c'est uniquement de la préservation. De son côté, le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Luc Blanchette, concède qu'il y a eu des retards dans le projet en raison de sa complexité. Mais il soutient que les intervenants au dossier travaillent maintenant en mode accéléré. En février dernier, la province a octroyé 36 millions de dollars pour les travaux dans le futur parc, qui s'étend sur une superficie projetée de 252 km². L'enquête administrative concernant les activités du Dr Issam El Haddad, le chirurgien de la SAR qui a touché 1,5 million de dollars en 2015 en opérant de soir, de nuit et de fin de semaine, a commencé mercredi dernier. Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue analyse les activités réalisées en dehors des heures régulières de travail, les pratiques de gestion mises en place, la qualité des services offerts ainsi que le respect des règles de fonctionnement. L'enquête est menée par Céline Corbeil, une infirmière de profession qui possède une expérience de plus de 30 ans comme directrice des soins infirmiers et gestionnaire d'équipes de soins dans plusieurs établissements de santé. Selon les informations de Radio-Canada régionale, en vertu de la loi sur les commissions d'enquête, Mme Corbeil pourra requérir la comparution de toute personne dont le témoignage pourrait être pertinent.
Elle peut également consulter et copier tout document relatif aux activités réalisées à l'hôpital de la Sarre. La minière canadienne Goldcorp veut créer la première mine sans diesel au Canada. Le géant minier veut faire de la mine Borden de Chapleau, dans le nord-est de l'Ontario, un projet plus respectueux de l'environnement. Selon les informations de la journaliste Natacha Lavigne de ici Radio-Canada Régional, la mine Borden n'en est qu'à l'étape de l'exploration, mais Goldcorp compte y remplacer le diesel par des équipements à la fine pointe de la technologie, soit des câbles et des batteries de longue durée. Celles-ci fonctionneront avec un moteur électrique et une charge leur permettant de faire avancer les machines tout en les alimentant. Marc Lausier, directeur général des mines à Porcupine pour la division Goldcorp, a indiqué que le gros défi, c'est que dans le passé, les batteries n'étaient pas assez bonnes pour donner un plein quart d'opération. Or maintenant, la technologie a tellement changé qu'il est possible de le faire, selon M. Lausier. Lors du forage, l'équipement sera branché sur le système électrique de la mine et la batterie sera utilisée lors des déplacements d'un niveau à l'autre. Les galeries seront dessinées en pente descendante pour que les batteries se renouvellent lors de l'utilisation des freins. Les navettes et camions seront quant à eux rechargés lors des pauses des employés. Marc Lausier avoue être inquiet de voir monter la facture d'électricité. Il soutient toutefois que le prix du diesel augmente aussi et que de l'électricité est dépensée pour pousser les émissions de ce carburant à l'aide d'un système de ventilation, et ce problème n'existera plus en utilisant de l'équipement électrique. La mine Borden devrait créer près de 200 emplois pour la municipalité de Chapleau et les communautés autochtones avoisinantes. Selon les perspectives d'emploi 2015-2019 d'Emploi Québec, près de 13 500 emplois seront disponibles en région pour cette période. 15 % des emplois devront être pourvus pour répondre à la création d'emplois et 85 % afin de remplacer les départs à la retraite prévus. Le journaliste Guy Lacroix a expliqué dans un article sur le site Internet de La Frontière que les chiffres d'Emploi Québec ont été publiés dans l'Observatoire de l'Abitibi-Témiscamingue d'octobre. L'organisme estime qu'environ 2000 nouveaux emplois seront créés durant les 3 prochaines années en Abitibi-Témiscamingue pour une croissance annuelle moyenne de 0,5 %. Et la croissance provinciale pour 2015-2019 sera, elle, de 0,8 %. 8 régions du Québec, dont les autres régions ressources, devraient se retrouver sous la moyenne provinciale en termes de création d'emplois, alors que les 7 autres l'égaleront ou la dépasseront. Cette croissance de l'emploi et les remplacements à prévoir devraient avoir un impact positif sur le chômage. Le taux pourrait descendre à 5,5 %. Il est actuellement de 6,6 % en Abitibi-Témiscamingue. En 2019, pendant que le taux provincial devrait se situer autour de 6,5 %. Le palmarès des régions quant au taux de chômage devrait demeurer sensiblement le même qu'aujourd'hui, selon les estimations. Alors que la chasse bat son plein en Abitibi-Témiscamingue, la Direction de la santé publique indique aux adeptes de faire attention aux abats d'orignaux. Cette recommandation fait suite à l'étude effectuée sur 70 reins recueillis par de nombreux chasseurs de la région au cours des saisons de chasse 2013-2014, afin de mettre à jour les recommandations concernant la consommation des abats des orignaux prélevés dans un rayon de 50 km autour de Rouyn-Noranda. Les résultats de l'étude révèlent que les concentrations de cadmium observées dans les échantillons reçus sont suffisamment élevées pour qu'il soit recommandé de ne pas consommer d'abats d'orignaux. Rappelons que le cadmium est un métal toxique pour l'animal et l'être humain. Lorsqu'il se retrouve dans l'organisme, il a tendance à s'accumuler principalement dans les reins et dans une moindre mesure dans le foie. Aux concentrations retrouvées, on ne s'attend pas à observer d'effets immédiats sur la santé, mais plutôt des problèmes de santé à long terme, notamment des troubles rénaux. Les autres organes, comme le cœur, la langue et les muscles, donc la viande, ne sont pas contaminés par le cadmium et peuvent donc être consommés sans restriction. Cependant, il faut faire attention de ne pas s'exposer au plomb en enlevant 10 cm de viande autour de la zone d'impact de la balle afin d'enlever le maximum de fragments de plomb provenant des munitions. Bien sûr, si vous utilisez des munitions sans plomb ou chassez à l'arc ou à l'arbalète, cette dernière recommandation ne s'applique pas. La chasse aux abonnés est ouverte jusqu'au 31 octobre prochain dans les 70 bibliothèques publiques affiliées au réseau Biblio de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec. Cette 4e édition de la chasse aux abonnés est lancée en marge de la semaine des bibliothèques publiques du Québec, elle qui se tient du 15 au 22 octobre 2016. Donc, toute personne, jeune ou adulte, qui s'abonne ou se réabonne à sa bibliothèque locale en octobre devient admissible au tirage d'une des 2 tablettes numériques offertes par le réseau Biblio.
Avec sa carte de bibliothèque, un abonné a accès à des milliers de livres et documents dans les bibliothèques de la région, à des livres numériques, des produits saisonniers tels que des raquettes et des accès gratuits à des sites touristiques, des heures de compte, des clubs de lecture et plein d'activités d'animation. De plus, en s'abonnant, l'usager s'attribue un mot de passe qui lui permet d'accéder à distance avec son ordinateur, son portable ou son iPhone à son dossier pour réserver, renouveler des prêts de documents, communiquer avec sa bibliothèque et faire des demandes spéciales. Par ailleurs, la majorité des bibliothèques du réseau Biblio disposent d'une borne Wi-Fi, permettant ainsi à la population d'accéder gratuitement aux services Internet sans fil. On vous invite bien sûr à communiquer avec votre bibliothèque locale pour avoir plus de détails. En terminant, toute la région est en deuil suite au décès du fondateur du refuge Pajot, M. Michel Pajot, le 5 octobre dernier, des suites d'une longue maladie. Avec lui s'éteignent une image et un symbole, celui d'une Abitibi-Témiscamingue aux valeurs fortes entre animaux et nature. La famille tient d'ailleurs à remercier tous ceux et celles qui ont transmis des témoignages de sympathie depuis la triste annonce et invite ceux et celles qui le désirent à poser un geste en la mémoire de Michel Pajot via un don au refuge Pajot. Vous n'avez qu'à visiter le www.refugepajot.ca. Voilà ce qui complète Infotémis. Merci beaucoup de votre présence et au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une très belle semaine. Cette émission est produite grâce à Témisco. Située à Notre-Dame-du-Nord, cette entreprise se spécialise dans la fabrication et le développement de semi-remorques de tout genre. Au fil des années, Témisco a su se démarquer de la concurrence en devenant une référence nord-américaine de premier plan dans la conception spécialisée et innovatrice de semi-remorques. La force de Témisco a toujours été de savoir s'adapter à un marché en mouvement constant. Témisco a choisi de travailler directement avec ses clients et d'être à l'écoute de leurs besoins. Ces dernières réalisations, équipements pour le transport de tours et de pales d'éoliennes, des fardiers conçus pour une charge de 70 tonnes jusqu'à 100 tonnes, des remorques à courroie conçues pour le transport de minerais, pierres, sable, asphalte et autres. Témisco adresse ses remerciements les plus sincères à tous ses collaborateurs. Merci à tous nos employés, merci à tous nos clients, merci à tous nos fournisseurs. Merci à tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont participé au succès de Témisco. Témisco, à la mesure de vos besoins.